Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Europe Hebdo, présentée comme toujours au cœur du Parlement européen à Bruxelles. Cette semaine, direction Madrid, en Espagne. Ils étaient au moins 100 000 à défiler dans les rues de la capitale, de toutes origines sociales, de tous âges. Marche organisée par Podemos, le parti issu du mouvement des indignés. Leur chef, le voici, Pablo Iglesias. Il veut en finir avec les politiques d'austérité en Espagne et plus largement en Europe. Le parti espère remporter les élections régionales au printemps prochain. Mais d'abord, l'actualité européenne, la bataille de la dette grecque est lancée. Le nouveau Premier ministre grec, Tsipras, promet de la renégocier. Pas si vite, il faudra discuter. Explication en images. Il a commencé sa tournée européenne par une visite chez son voisin chypriote. Accueilli avec les honneurs par le président Anastasiades, dont le pays est lui aussi passé tout près de la faillite il y a 2 ans. Alexis Tsipras cherche le soutien de ses partenaires européens. Le jeune Premier ministre, élu sous la bannière de Syriza, a promis à son peuple de renégocier la dette grecque, un fardeau de 315 milliards d'euros qui paralyse le pays, l'empêche d'investir. Pour cette mission de tous les dangers, un homme est en première ligne, Yanis Varoufakis, nouveau ministre grec des Finances. Il a été dépêché dans les grandes capitales européennes, à Londres, à Paris, aux côtés de Michel Sapin, avec un seul et unique message, mettre fin aux politiques d'austérité. Il nous faut placer le problème de l'autre côté de la table pour trouver des solutions à ce problème avec un objectif en tête. La prospérité pour le citoyen européen. Pas la prospérité pour le citoyen grec, français ou portugais. Non, la prospérité pour chaque citoyen européen. Rendre à la Grèce sa souveraineté économique, c'est le credo du nouveau pouvoir grec. Alexis Tsipras a promis de mettre dehors la Troïka, ces hauts fonctionnaires envoyés par Bruxelles, la Banque Centrale Européenne et le FMI pour imposer des coupes budgétaires drastiques au pays où 1 jeune sur 2 est au chômage. Alors le ministre Varoufakis prend les devants. Il ne demande plus l'effacement de l'ardoise grecque, mais propose à ses partenaires de troquer les prêts accordés à Athènes contre des obligations perpétuelles qui seraient indexées sur la croissance à venir. Une idée que le nouveau pouvoir grec devra défendre jusqu'à Berlin. Angela Merkel est pour l'instant intraitable sur le dossier. Le bras de fer autour de la dette grecque ne fait que commencer. Voyons justement ce qu'en pense un député allemand, Andreas Schwab. Bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes membre du Parti populaire européen, député européen, et vous venez de la CDU, le parti d'Angela Merkel. Est-ce que Angela Merkel, selon vous, alors vous n'êtes peut-être pas même sûrement dans sa tête, mais c'est votre parti, est-ce qu'elle peut discuter en l'état actuel des choses avec Alexis Tsipras? Et sur quelle base? Je pense que, comme tous les autres États européens, nous avons suivi avec le plus grand respect la décision du peuple grec du vote dimanche dernier. Mais de notre point de vue, et on voit que c'est un point de vue qui est largement partagé aussi dans les États du sud de l'Europe, c'est clair que le nouveau gouvernement grec peut proposer de nouvelles choses, mais sur la base des décisions qui ont été prises dans le passé. C'est-à-dire celle de la Troïka, c'est-à-dire que nous sommes prêts. Non, c'est-à-dire que, oui, d'après ce que j'ai lu dans les journaux, tout le monde est prêt en Europe à aider afin d'arriver à cette prospérité pour le citoyen européen, qui n'est pas un citoyen grec seulement, mais aussi un citoyen, par exemple, chypriote. Et le Chypre a prêté à la Grèce 110 millions dans un moment très difficile pour ce petit pays. Et ce petit pays et les citoyens-là ne veulent pas perdre leur argent. Et je pense que c'est un fait qu'il faut respecter aussi. Vous dites que les choses se sont retournées, c'est maintenant des pays du Sud qui eux-mêmes s'indignent finalement qu'on accorderait des avantages particuliers à la Grèce, c'est ça que vous... Non, mais c'est ce que j'observe, c'est que le ministre des Finances italien, le ministre des Finances français, le ministre des Finances en Espagne, le ministre des Finances en Chypre, et je pourrais ajouter d'autres exemples, disent tout
on est ouvert pour des propositions grecques, mais on n'est pas là pour laisser de côté de l'argent que nous avons prêté à la Grèce dans un moment critique pour nous aussi. Et je pense que c'est la ligne des Européennes et on va voir ce que ça va donner la visite du Premier ministre Tsipras ici à Bruxelles aujourd'hui. On va voir. Vous dites que c'est, en tout cas, qu'il y a un changement de la part de ces pays qui étaient plutôt enclins à pratiquer le relâchement budgétaire. Et vous mettez la France dans ce groupe des pays du Sud. Non, je pense qu'il faut être très clair. Le but n'a jamais été l'austérité. C'est un peu faux dans le commentaire. Le but a été d'arriver à des réformes structurelles, justement. C'est ce qu'il le dit, hein. L'austérité, c'est lui qui... Oui, c'est lui qui le dit. Mais de notre point de vue, on a fait des réformes pour arriver exactement à cette prospérité pour tous les citoyens européens. Et malheureusement, on n'a pas encore tranché toute la voie. Mais alors pourquoi ce n'est pas efficace? Pourquoi est-ce que ça ne produit pas ces fruits, ces politiques d'austérité? Et beaucoup d'économistes le disent, et même les États-Unis le disent. Oui, ça c'est un débat difficile. De notre point de vue, ces réformes structurelles n'ont pas été menées à fin. Je pourrais vous donner des exemples. Un certain nombre de mesures qui ont été présentées au début traînent depuis des mois et c'est des mesures qui peut-être font mal au début mais très rapidement après reprennent. Vous citiez un exemple pour comprendre. L'exemple le plus positif, je dirais, c'est que la flexibilité du droit de travail en Grèce a été finalement achevée et on a déjà vu les premiers effets positifs. Et à ce moment-là, peut-être c'était pas très bien organisé, à ce moment-là, le vote en Grèce est en train de retourner tout en avant. Ça serait un grand problème. La Grèce a fait un grand pas en avant et on peut l'indiquer avec des analytiques économiques. Et donc je pense qu'il faut se baser sur ces réformes-là et pas les mettre en question. Alors Alexis Tsipras doit persuader ses partenaires et notamment Angela Merkel, on le disait, les négociations s'annoncent serrées. Je vous propose d'écouter le point de vue de cet économiste allemand. On se retrouve juste après. Sicherlich hat sie sich einen anderen Wahlsieger gewünscht. Les prochaines semaines seront captivantes. On va voir jusqu'à quel point les pays européens seront prêts à faire des concessions. Et la position allemande sera décisive. À quel point Angela Merkel sera-t-elle prête à changer d'orientation? Darauf einstellen und sich dementsprechend nun auch eben danach ausrichten. Est-ce que le gouvernement allemand, Andreas Schwab, peut, alors peut-être pas changer sa politique, on l'a bien compris, fixée sur le cap unique de l'austérité, mais est-ce qu'il peut y avoir quand même une inflexion, vu ce nouveau contexte européen? Je pense qu'il faut clairement dire que ce n'est pas une position que l'Allemagne peut changer elle-même unilatéralement. C'est l'eurozone qui a pris des décisions, c'est l'eurozone, donc tous les États membres, absolument, c'est tous les ministres des Finances de tous les pays de l'eurozone qui ont dit on veut aider à la Grèce. C'est tous les pays de l'eurozone qui ont mis de l'argent sur la table. Donc c'est pas l'Allemagne seule qui peut dire aujourd'hui on bien sûr, nous voulons être constructifs, nous voulons arriver dans une situation dans laquelle la Grèce peut rester facilement dans la zone euro, mais au même moment, il faut aussi dire que les réformes doivent être menées à fin en Grèce. En même temps, vous disiez que ce nouveau gouvernement grec, on peut lui accorder le bénéfice du doute. Le ministre de l'économie, M. Varoufakis, a des idées. Il propose notamment d'échanger donc les prêts consentis à ces pays contre des obligations perpétuelles. Pour vous, c'est une idée qui peut être acceptable, ça ? Je trouve le positif dans ce contexte, c'est qu'il a déjà changé le langage qu'il a utilisé juste après les élections. Donc on voit qu'il y a une adaptation à la réalité et je m'en félicite. C'est une bonne nouvelle. Néanmoins, il faut maintenant regarder de plus près la situation actuelle. La France, en tant que pays, paye beaucoup plus de services à la dette que la Grèce. Si maintenant on devrait expliquer aux électeurs français de payer encore plus d'argent pour la Grèce, pour que ce pays-là paye encore moins de services à la dette, ça serait difficile à expliquer. Donc il faut rester en balance dans toutes ces questions, et j'espère que l'eurozone, le Conseil des ministres de l'eurozone peut y arriver en consentement avec le ministre des Finances grec dans les prochains jours quand ils vont se rencontrer. Ça va se dérouler dans les jours qui suivent. Vous êtes plutôt optimiste? Et comme sur toujours. quelle base voyez-vous, comme toujours? Mais s'il y avait un compromis, ce serait sur quoi? Un rééchelonnement de la dette, puisqu'on parle d'un compromis. La Grèce devra, d'ici, financer les dernières dettes dans l'an 2057. C'est déjà assez loin.
Si c'est maintenant 58 ou 59, ça ne va pas changer Donc grand-chose. la priorité, c'est de nouvelles réformes, par exemple un programme de lutte contre la corruption. Je trouve la base, madame, de la Grèce. La base, madame, devra être ce qu'on a discuté avec les anciens gouvernements. Et si le nouveau gouvernement veut améliorer ça, en Grèce, d'accord, et l'Europe veut aider à la Grèce. Mais on ne peut pas dire, on ne peut pas expliquer à un électeur en France, à un électeur en Espagne, que celui-là doit maintenant encore payer plus pour la Grèce, bien que ces pays ont déjà contribué largement à aider la Grèce. En clair, si Alexis Tsipras refuse demain de continuer à travailler avec la Troïka, l'Europe est fondée à dire, eh bien dans ce cas, on ne lui donne pas l'argent. Non, mais doit. je pense que vous avez déjà mentionné le fait que M. Tsipras a aussi changé un peu de langage. Je pense qu'un certain nombre de facteurs ont été changés dans les derniers jours et pour cette raison, je pense, au moins moi-même, je pense qu'on peut arriver dans une situation où le peuple grec peut voir à nouveau que l'Europe veut aider à la Grèce. Nous avons le plus grand intérêt que la Grèce reste en Europe. Nous avons le plus grand intérêt que ça se fait comme prévu, mais on ne peut pas changer les règles pendant le jeu. Et comme toujours en Europe, ce sera le compromis qui va se dessiner. Merci beaucoup Andreas Schwab pour votre commentaire sur cette actualité européenne chargée, puisqu'il se passe aussi des choses en Espagne. Le mouvement Podemos monte dans les sondages. Une marche a rassemblé plus de 100 000 personnes à Madrid. Nous avons pris le pouls de la manifestation et essayer de comprendre pourquoi beaucoup de gens se tournaient vers Podemos. C'est un reportage signé Elsa Mondagava, Caroline Mott et Véronique Landolfini. La veille de la Grande Marche de Madrid, les militants de Podemos s'activent. Pour certains, c'est la première fois qu'ils s'impliquent autant dans un parti politique. Margarita a 61 ans, elle est professeure. Aujourd'hui, tous les partis politiques ont eu des histoires. Ils nous ont rendus méfiants. Nous avons besoin d'un gouvernement d'espoir. Il n'y a pas d'autre parti qui m'ait convaincu. Podemos, c'est l'espoir d'un futur meilleur. Podemos est un nouveau parti fondé il y a un an en réaction à la crise économique que traverse l'Espagne depuis plusieurs années. Angel a 56 ans, il est au chômage depuis 4 ans et vit avec 420 € par mois, alors que son loyer s'élève déjà à 500 €. Il doit compter sur l'aide de ses proches et doit faire des sacrifices. Je n'ai pas de quoi payer le chauffage, je ne l'allume pas, alors qu'à Madrid, ces derniers temps, il a fait moins 2 degrés. Il en veut à l'Union européenne et au gouvernement espagnol qui s'est laissé imposer un plan d'austérité drastique. C'est une chose d'appartenir à l'Union européenne, de donner et de recevoir. C'en est une autre d'arriver à une telle humiliation. Ne pas pouvoir manger, ne pas pouvoir se chauffer quand il fait froid. Ici, ils nous expulsent à 7 h du matin quand on ne peut pas payer le loyer, même quand on a des petits-enfants. Les gens dorment dans les parcs, on est humilié. Miguel, lui, a une meilleure situation. Pourtant, il a fait 400 km pour être présent à la marche du changement. Médecin de famille, son salaire a baissé de 15% en quelques années, mais il a surtout vu l'état de la population se dégrader. Je le vois dans mon quotidien, avec mes patients par exemple. Ils sont de plus en plus pauvres, beaucoup n'ont pas de travail, et c'est difficile pour eux de sortir juste 1 € pour des médicaments. Alors ils se soignent mal et ne guérissent pas bien. Pour la première fois, il se rend à une réunion publique de Podemos. Je préfère essayer quitte à me tromper. Si je me trompe en votant pour le Parti socialiste ou la droite, là, je m'en voudrais vraiment parce que je serais complice de leur politique. Et ça, je ne peux pas me le permettre. Le mouvement invite ses sympathisants à se regrouper en cercle de discussion pour s'exprimer, échanger, mais avant tout faire remonter à la tête du parti des propositions concrètes. Des cercles, à Madrid, il y en a des dizaines. Arthur y participe régulièrement, même s'il est français. Il y a des Français, des Italiens, des Allemands. On peut voter au municipal, mais pas donc, aux autres élections. Mais c'est pas ça qui pose problème. On vit ici 6 mois et on sait qu'on peut tout de suite participer à la vie du quartier, donner notre avis, faire des projets. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Et aussi, donc, il y a plusieurs Français et l'idée, c'est aussi un peu d'essayer de voir ce qu'on pourrait faire en France et on pourrait essayer de développer un peu ce modèle-là.
Comme Angel et les autres, ils étaient au moins 100 000 à défiler à Madrid pour la marche du 31 janvier. Pour les manifestants, c'était l'occasion d'exprimer un ras-le-bol et une volonté de changement. Pour le parti Podemos, une manière de lancer la campagne pour les élections de mai prochain. La formation politique est en tête des sondages. Nous pouvons rêver, nous pouvons gagner. Deux invités nous ont rejoints sur ce plateau pour discuter de ce phénomène Podemos. Deux invités espagnols. Avec nous, Véronica Lopez-Fontanier, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne, membre du PPE, qui regroupe les partis de droite et de centre-droit. Et à vos côtés, Inès Ayala Sender, bonjour. Bonjour. Vous êtes également députée espagnole, membre du groupe des socialistes et démocrates. On ne va pas faire de débat de politique intérieure espagnole. On essaie de comprendre ce phénomène Podemos. Comment expliquez-vous ce succès de ce mouvement qui a à peine un an? Bon, je crois qu'on le voit un peu dans le reportage. Il y a eu le mécontentement, la crise économique, les mesures que les gouvernements ont été obligés de prendre pour sortir de la crise. On est en train petit à petit d'améliorer la situation. Il y a de la croissance en Espagne, mais évidemment, la situation était difficile et la population a été très mécontente des mesures qui ont été prises, mais je crois que ça a été nécessaire et on n'a pas d'autres moyens en ce moment. Est-ce que vous avez la même analyse que votre collègue? Moi, je pense que vraiment, on a eu une situation où, à niveau européen, on n'a pas su donner une réponse, pas seulement aux jeunes qu'on voit ou aux personnes âgées qui ont perdu leur boulot, mais notamment, en général, à la croissance et au développement de l'emploi en Europe. Oui, c'est l'Union européenne qui est directement responsable de la montée de partis comme Podemos. Oui, parce qu'ils ont, on a imposé et d'une façon, on le voit très clair dans la brèche nord-sud qui s'est ouverte et comment les pays du Sud ont été contraints à des mesures et des mesures structurelles, disons, imposées par la Troïka et notamment par le gouvernement de droite allemande qui ont mis les gens dans une situation impossible. Mais on ajoute à ça que les gouvernements, comme disait ma collègue, le gouvernement de droite en Espagne a aidé encore avec des mesures supplémentaires, par exemple via des privatisations d'hôpitaux, des privatisations de l'éducation, et ça a encore appauvri en plus les Espagnols. Alors le leader Iglesias dit c'est la faute des deux partis dominants en Espagne. Qu'est-ce que vous lui répondez? Qui n'ont pas su répondre aux aspirations du peuple. Qu'on soit censé. Ce n'est pas la faute de l'Europe s'il y a eu une crise économique. Les pays, beaucoup ont vécu, dont l'Espagne avait vécu au-dessus de leurs moyens. Il y a un moment, il faut payer les dettes et il faut faire les restrictions nécessaires pour continuer, pour ne pas être en faillite. Je crois qu'on a fait ce qu'on a dû faire et je crois qu'en ce moment, il y a 5 ans, il y a 6 ans, l'Espagne était le pays qui crée le plus de problèmes à l'Europe et en ce moment, on voit la croissance, on voit qu'il y a eu une réussite. Qu'est-ce qui s'est passé avec Podemos? C'est évident qu'il y a des mécontentements, avec raison, et c'est facile, un parti ou des personnes qui disent qu'ils vont tout arranger, qu'on ne va pas payer la dette, qu'on va augmenter les salaires, qu'on va moins travailler, on ne va pas payer d'impôts. Les gens sont contents. Mais il faut réellement savoir quelle est la réalité et ça, ce n'est pas la réalité. Il ne faut pas mentir aux électeurs. Alors, est-ce que vous pensez que Podemos, est-ce que son programme est réaliste? Non, mais moi, pour commencer, je ne suis pas d'accord qu'on ait vécu au-dessus de la capacité, puisqu'en 2007, l'Espagne n'avait presque pas de déficit public, il n'y avait pas de dette publique. La dette était énormément privée parce que tant les entreprises comme les foyers étaient, poussés par les banques. Et là, je pourrais dire de noms qui ne sont pas seulement des banques espagnoles, mais aussi des banques, par exemple, allemandes. C'est la faute des banquiers. On a aidé les banques et pas la population. On a absolument poussé les gens, mais comme vous ne pouvez pas imaginer, à prendre des hypothèques pas seulement pour payer
leur appartement pour vivre, mais aussi le meublé, de la voiture. Ça a été vraiment une course à l'endettement privé. Et quand la crise est venue, évidemment, les banques, et ça a été une décision prise à niveau européen, pas seulement au niveau espagnol, pas du tout. Donc on a l'Europe est décidé responsable aussi de cette situation. Absolument, par la politique d'austérité et par la politique de mettre en avance les problèmes des banques qui avaient endetté la population et les entreprises. Et du coup, ils voulaient avoir leur bilan nickel. Et ça a été tout d'un coup, on a racheté la dette privée, s'est convertie par imposition de l'Europe en dette publique. Et du coup, voilà, on était dans une situation impossible comme pays. Et on a vu la prime de risque monter. Aussi, vous savez que la prime de risque a un bilan avec la monnaie, l'euro, mais aussi la Bundesbank, de façon qu'on a eu vraiment une position dont l'Europe a été responsable de ne pas immédiatement, comme ça a été aux États-Unis, on l'a vu très clairement, de pousser pour la croissance et pour l'investissement rapidement, comme c'est le cas quand il y a une crise de telle. Les États-Unis sont sortis déjà, nous, on sommes encore dans l'indigence. Vous allez répondre à votre collègue. Est-ce que le gouvernement espagnol aurait pu faire un peu plus pour ceux qui n'ont pas grand-chose aujourd'hui? Non, le gouvernement espagnol est en train et a fait beaucoup de choses. Quand on a pris le gouvernement, je ne voulais pas rentrer dans une discussion de politique intérieure, mais ma collègue m'oblige à... Je parle de l'Europe. Quand on commence à trouver un pays qui est pratiquement en faillite, il faut penser que nous, on était des pays qu'on voulait intervenir parce que la situation était difficile. Maintenant, ça s'est amélioré. On a fait des réformes très importantes. On est en train de créer des emplois. On n'a pas descendu les pensions des personnes qui étaient à la retraite. On a fait tout ce qu'on a pu. Et la réussite, je crois, va se voir dans le temps. Bientôt. Alors, en attendant, Pablo Iglesias... Excusez-moi, je voudrais dire aussi, l'Europe n'est pas coupable. Personne ne vous empêche de gestionner bien les choses. Et évidemment, c'est ce que dit Marine Le Pen, c'est ce que disent tous les partis anti-européens. Le bouc émissaire. L'Europe est coupable de tout. Je ne suis pas du tout d'accord. Oui. Alors, une décision d'une Europe où une majorité ont décidé d'opter par l'austérité et nous, comme parti, on n'était pas pour. Et c'est pour ça qu'on est en train de sortir de la crise. Bon. Alors, mais justement, il y a la montée... pas qu'ils disent les experts. En tout cas, il y a en tout cas la montée de ces partis, Syriza en Grèce, Podemos en Espagne. Pablo Iglesias, lui, croit en sa bonne étoile, élu député européen ici en mai dernier. Il a maintenant un programme pour son mouvement, résumé comme cela. Écoutez. Le vent du changement commence à souffler en Europe. En moins d'une semaine, voilà ce qu'a fait le gouvernement grec. Électricité gratuite pour 300 000 familles qui ne pouvaient plus payer, arrêt des privatisations des ports de la Compagnie Générale d'Électricité et de 14 aéroports, couverture sociale pour tous les citoyens, reconnaissance de la nationalité grecque pour tous les enfants, peu importe la couleur de leur peau. Réadmission des professeurs mis à pied. Qui a dit que nous ne pouvions rien faire? Qui a dit qu'un gouvernement ne pouvait pas changer les choses? Alors votre réaction sur toutes ces mesures-là, est-ce que c'est totalement utopique ou est-ce que ça peut être mis en place? Non, c'est pas. En principe, ce sont des mesures à l'interne de la Grèce, mais ils ne parlent pas, et ça c'est la grande question, sur le programme en relation avec l'Europe, où Syriza a dit déjà qu'il ne veut pas s'en sortir. Est-ce qu'on peut comparer l'Espagne et la Grèce? Est-ce que pour vous, on peut comparer les deux pays? L'Espagne n'est pas la Grèce, ça c'est clair, ni par le passé, parce que la situation fiscale de la Grèce n'a rien à voir avec la capacité de la situation fiscale en Espagne, puisqu'on a, comment dire, c'était le gouvernement socialiste au commencement des années 80 qui a organisé le système fiscal en Espagne. Et voilà, ça n'a rien à voir. Et les capacités comment dire, les jeunes qui sont préparés, toutes les institutions qui s'organisent, malgré des situations difficiles. Mais là, c'est que je trouve que c'est la question, et là on est dans le Parlement européen,
c'est quelle est la position de Podemos par rapport à la position de l'Espagne en Europe. Alors il doit dire, il n'a pas dit encore. S'il dit ça, il a changé très vite d'avis par rapport à la dette, à sortir ou pas de l'euro, etc. Est-ce que c'est un danger, ce type de parti pour la démocratie européenne? Quand vous parlez, vous dites le programme de Podemos. Ce n'est pas un programme, ça ce sont des promesses. Mais il faudrait savoir avec quoi ils vont payer. Qu'est-ce qui s'est passé en Grèce? Avec quoi vont payer la Grèce? On ne le sait pas. Avec les dettes qu'ils ont avec les Français, avec les Espagnols, avec les Allemands, on va devoir donner plus d'argent. Ils ne vont pas rendre l'argent. Demandez aux chômeurs français et aux chômeurs espagnols qu'est-ce qu'ils pensent. En Espagne, on calcule que déjà l'argent qu'on a prêté, c'est à peu près 600 € par personne. On peut faire des promesses comme ça, mais il faut payer les dettes aussi. C'est irresponsable pour vous comme idée? C'est pas... Non, mais ça c'est très joli de dire tout le monde est gentil et tout le monde va aider tout le monde. Évidemment, tous les partis on veut aider tout le monde, mais après il faut payer. Et là, Podemos ne parle pas du tout de comment il va le faire, quel est le budget, d'où il va sortir l'argent. Et ça, on n'en parle pas du tout. C'est pas un programme électoral. Et d'ailleurs, je crois qu'il sait qu'il ne pourrait pas le faire. Et j'espère qu'il ne gouvernera pas, parce que si on est en train de sortir de la crise, ça serait pour l'Espagne la catastrophe, parce qu'à ce moment-là, on serait à nouveau au banc de l'Europe. Podemos au pouvoir, une catastrophe pour l'Espagne et pour l'Europe? Bon, en tout cas, nous, on est pour la démocratie, de la même façon qu'on a accepté la situation en Grèce et on a appuyé les résultats sans mettre... voilà, c'est aux Espagnols le moment venu de dire. Mais c'est vrai que dans les élections... Un danger pour la démocratie? Ça veut dire... Parce qu'on appelle directement au peuple cette forme de démocratie directe. Est-ce que ça non, vous mais fait peur? les Espagnols vont voter, ils ont les droits à voter comme partout. Ça veut dire, on peut dire le même du Front National en France, et ils vont participer dans les élections. Mais non, je veux dire que c'est plutôt la façon de se présenter aux élections. Par exemple, en mai, nous avons déjà les élections locales et régionales. Et là, Podemos, il n'a pas voulu se présenter pour ne pas tâcher en disant, avec la gestion quotidienne du municipal, du local, qui est la base de la gestion politique, ils ont dit, ah non, nous ne voulons pas entrer dans ces élections, on attend les grandes élections où c'est, comment dire, plus facile de faire seulement des promesses et pas mettre vraiment, jouer avec les besoins des gens et ne pas mettre un programme où vraiment on s'oblige. Les quotidiens du local et du régional est beaucoup plus dur et c'est ça que pour moi, c'est la grande question. Pourquoi ils ne veulent pas se mettre, comment dire, en égalité des chances avec le reste des partis pour se présenter aux élections locales avec leur logo. Leur étiquette. On verra bien jusqu'où marcheront les militants de Podemos. Merci à vous Inès Ayala Sonder et à vous Véronica Lopez-Fontanier d'avoir été sur ce plateau pour nous donner cet éclairage vu d'Espagne. Très bonne suite de programmes sur les chaînes parlementaires. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ce sera Nora Hamadi. Bye bye.